La morale, ce n'a jamais été les valeurs fondamentales et essentielles de l'humanité. La morale, c'est les conditions par lesquelles on peut vivre à un moment donné, dans une situation donnée. Puis les valeurs qui sont des valeurs actuelles. Alors on dit, ah ça c'est pas moral. Pas moral, d'accord. Alors l'éthique, c'est au jour le jour, si vous voulez. Aujourd'hui c'est éthique, demain ça l'est pas. À un moment, il faut arrêter. Pourquoi c'est éthique si c'est les uns et c'est pas éthique si c'est les autres? Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec Alain Juillet, ancien patron de la DGSE et véritable expert des relations internationales. Avec lui, nous allons parler des grands dossiers du moment, notamment la guerre en Ukraine, et des grands bouleversements géopolitiques qui nous attendent. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et au magazine papier en vous rendant sur le site internet défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors nous sommes avec Alain Juillet. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui vous ne connaîtraient pas? Je m'appelle Alain Juillet. J'ai commencé ma carrière comme militaire, comme officier au service action du SDEC, à l'époque, l'ancien de la DGSE. Ensuite, je suis parti dans le privé, où j'ai fait une carrière dans le privé, comme cadre à l'exportation, puis à l'international, puis ensuite comme directeur général ou comme président de société. Toujours dans l'agroalimentaire, c'était et la distribution, donc c'était mon domaine, si vous voulez. Ensuite, j'ai été rappelé par le ministère de la Défense pour devenir directeur du renseignement à la DGSE. Alors pourquoi? Parce que d'abord j'avais commencé dans ce métier, à la DGSE à l'époque, le SDEC, mais aussi parce qu'après j'étais resté en liaison permanente avec mon service, que j'avais été avec eux. Donc c'était assez logique, j'étais, je dirais, le privé, mais qui était dans le système. Voilà, et donc on m'a récupéré pour être directeur du renseignement. Et au bout de 2 ans, on m'avait mis pour m'occuper de l'économique, de l'intelligence économique, ce qu'on appelle maintenant l'intelligence économique. Et puis au bout de 2 ans, on a fait un constat et on m'a sorti de la DGSE pour que je crée un service de renseignement économique, d'intelligence économique, auprès du Premier ministre, et qu'on a basé au secrétariat général de la Défense nationale, qui est juste à côté, qui dépend du Premier ministre, où je suis resté 8 ans. Là, j'ai monté le service, donc c'était une époque extraordinaire. Et puis ensuite, je suis passé dans un cabinet d'avocat d'affaires, parce que la retraite arrivant, on était obligé de changer quand même. Donc je suis passé dans un cabinet d'avocat d'affaires, et puis depuis maintenant, depuis le Covid, je continue à faire du conseil, mais surtout, je fais des conférences, je donne des cours dans les universités françaises et étrangères, et j'écris pas mal d'articles, donc je continue. Pour le moment, je suis dans une phase de transmission, par rapport à ce que j'ai fait avant. J'avais commencé par l'action, maintenant je suis dans la transmission. Super. D'où vous êtes venu cette passion pour l'intelligence économique et pour le renseignement? Alors, le renseignement, c'est familial. Moi, j'ai une famille, toute ma famille, c'était des hauts fonctionnaires et des militaires. Et mon oncle Pierre Juillet, qui était le conseiller, qui était avec André Malraux, qui était le conseiller de Pompidou, et surtout ensuite de Jacques Chirac, était très proche du monde du renseignement. Donc, j'ai vu dans ma famille, j'ai vécu ça. J'étais passionné par le renseignement, et pour moi, c'était... si vous voulez, quand je suis rentré dans l'armée, pour moi, il y avait deux possibilités. C'était les nageurs de combat ou le renseignement, et les parachutistes, bien sûr. Donc là, le parachutisme, c'était dans tous les cas. Là, au service, j'avais tout, donc c'était parfait. Super. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'intelligence économique et peut-être aller plus loin en nous expliquant pourquoi c'est de plus en plus important peut-être aujourd'hui? C'est de plus en plus important. En définitive, au-delà du terme intelligence économique, qui est un peu compliqué à comprendre, mais qui a été inventé à l'époque en 92 par Henri Marthe, le patron de l'aérospatiale, Potra, qui était le numéro 2 du SGDN, et Guillaumeau, qui était
le premier en France sur les problèmes cyber, le premier qui s'est intéressé aux problèmes cyber. Ces gens-là avaient découvert aux États-Unis l'intelligence économique, mais qui s'appelle aux États-Unis le competitive intelligence, c'est-à-dire le renseignement concurrentiel. Et les Américains s'étaient inspirés des Anglais qui appellent ça le business intelligence, le renseignement des affaires. Le problème, c'est qu'à l'époque, en 92, personne ne savait, enfin du moins, en France, le renseignement, ça avait une mauvaise image. Il a fallu attendre en définitive Pierre Joxe et la guerre en Irak, la première guerre en Irak, pour qu'on découvre que le renseignement, c'était quelque chose de très important et que c'était pratiqué dans tous les pays du monde par des gens très sérieux. Nous, on prenait ça, c'était les tontons flingueurs, les barbouzes, enfin bon. Donc c'était ridicule. Et du coup, on n'osait pas dire renseignement. Alors ils ont inventé ce mot d'intelligence, qui veut dire en anglais renseignement, mais qui, en latin, pour ceux qui parlent latin, veut dire intelligere, c'est-à-dire comprendre. Donc en définitive, on dit intelligence économique, c'est le renseignement économique, c'est comprendre l'économique. Parfait, on prend ce mot-là. Alors c'était génial, mais incompréhensible pour les Français en général. Voilà. Alors, pourquoi c'est indispensable aujourd'hui ? C'est parce que dans la concurrence moderne, tout le monde est pareil. Le drame de notre civilisation, c'est que, si vous voulez, le chinois, le russe, l'américain, le français, l'anglais, qui vous voulez, ils sont tous formés dans les mêmes écoles, avec les mêmes bouquins, tout le monde se ressemble, et les plus intelligents, ou les plus doués, dans chacun des pays, sont les plus doués au niveau mondial et font à peu près la même chose. La seule différence, c'est la culture. Le Brésilien, il ne réagit pas comme le Russe ou le Chinois ou l'Américain. Ça, c'est vrai. Mais sorti de là, le reste se ressemble étrangement. Alors, comment faire la différence dans la compétition mondiale Comment faire la différence quand tout le monde est pareil ? Et bien là, on arrive à un constat qu'on a tous fait, les Américains en tête en 85, mais depuis, tout le monde a fait. On fait la différence par l'information. Celui qui en sait le plus et qui peut l'analyser et le traiter le plus vite est celui qui va gagner parce qu'il a un avantage par rapport aux autres. Il va pouvoir anticiper par rapport aux autres. Vous voyez ? Et c'est ça le secret. Donc, l'intelligence économique, ça va vous donner un plus, c'est pas autre chose, ça va donner au décideur un plus qui va lui permettre d'anticiper ce que va faire l'autre parce qu'il les connaît bien, parce qu'il a des infos, qui va permettre de voir le marché. Il va anticiper sur le marché parce qu'il connaît bien le marché, et ainsi de suite. Sur les technologies, parce qu'il connaît bien les nouvelles technologies. Bref, il a un plus dans tous les domaines d'information qui fait que grâce à ça, il est en avant. Et il fait la course en tête. Si vous voulez, c'est dans une course de 5000 mètres, si vous voulez, c'est un gars qui a des chaussures à pointe, alors que tous les autres, ils courent pieds nus. Je peux vous assurer que le gars avec les chaussures à pointe, c'est lui qui va gagner. D'accord. Et pourtant, il n'est pas plus fort que les autres. Si vous le mettez aussi pieds nus, il va courir aussi vite que les autres, mais pas mieux. Pas mieux, pas moins. Mais le fait d'avoir des pointes fait qu'à chaque pas, il va gagner le fait que les autres, les pieds glissent, alors que lui, il ne glisse pas. C'est ça l'intelligence économique. D'accord, c'est une belle image. Alors, pour avoir été dans les arcanes du pouvoir, un petit peu en coulisses de tout ça. Ah oui, dans les coulisses, mais les coulisses du pouvoir, ce qui est passionnant. J'imagine. Est-ce que vous avez noté c'est quoi l'évolution que vous avez notée là-dedans ? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience à un moment donné, où il y a une augmentation des moyens humains aussi bien que financiers ? Ou pas forcément ? Alors, dans les entreprises, oui. Dans les grandes entreprises françaises, progressivement, on les a vus se mettre à l'intelligence économique quand elles ont compris qu'elles perdaient des contrats parce que les autres l'utilisaient. Et ça a été notre boulot quand on a commencé. Ça a été de montrer aux entreprises qu'ils se faisaient avoir parce que les autres savaient tout sur eux et eux ne savaient rien sur les autres. Et que chaque fois, ils se faisaient avoir dans les contrats à l'étranger. Alors ça a été dur parce que en France, les gens sont formés dans les grandes écoles à être convaincus qu'ils sont les meilleurs. Et qu'étant les meilleurs, ils n'ont besoin de personne. Je suis génial, donc j'ai besoin de personne. Alors que la vraie démarche, et l'intelligence économique nous l'apprend, c'est de se dire, je suis peut-être pas mauvais, mais à côté, il y en a un qui peut être plus malin que moi, même s'il ne connaît rien, parce qu'il peut avoir une intuition géniale. Si vous voulez, c'est l'humilité. Le secret de la réussite du monde moderne, je pense dans la compétition moderne, c'est l'humilité pour essayer d'imaginer ce que fait l'autre.
Alors que le drame de nos pays occidentaux, c'est qu'on a une telle conviction qu'on est géniaux par rapport au reste du monde, parce qu'on les a dominés depuis 1492, depuis Christophe Colomb. Alors, comme on pense qu'on les a dominés, on dit nous on est génial, ils sont tous des abrutis. On le pense. Erreur fatale. En face, il y a des gens qui sont plus malins que nous. Ils sont arrivés peut-être après, mais ils sont très bons. C'est tout le problème. C'est intéressant parce que ce matin, avant qu'on se rencontre, je rencontrais Régis Le Sommier et on parlait de géopolitique. Et on a beaucoup parlé de ça, des questions de développement, notamment en Afrique, au Moyen-Orient, et le fait que l'Occident ne fait pas toujours preuve d'humilité, surtout quand il est question de la culture dans un autre pays, du coup arrive avec ses gros sabots. Mais nous, on a en France, mais pas qu'en France, l'Europe. L'Europe, on arrive, mais les Américains le font aussi d'ailleurs, les Occidentaux, non mais c'est les Occidentaux, le groupe occidental qui est en train de perdre pied d'ailleurs au niveau mondial, le groupe occidental arrive en étant convaincu que c'est lui qui a raison. Les Français vous disent, attendez monsieur, moi j'ai inventé les droits de l'homme, j'ai inventé la révolution, j'ai inventé le truc. Ah oui, and so what, quand c'est absolument pas adapté à la culture de l'autre. Quand vous allez voir, on fait des erreurs énormes. Quand on se comporte avec les autres, il y a des choses qu'on ne fait pas ailleurs, et pourtant, ils ont des cultures qui sont encore plus anciennes que les nôtres. Et alors justement, par rapport à ça, je continue le petit lien avec Régis Le Sommier parce que c'était intéressant. On abordait ça surtout sur le prisme du journalisme, parce que lui aussi a été un petit peu dans les arcanes, à Paris Match, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi très présent au niveau des institutions, et notamment dans le renseignement ou dans les bureaux dans lesquels vous étiez? Alors le renseignement, si vous voulez, normalement, dans tous les pays du monde, le renseignement recrute des gens de très bonne qualité, c'est clair. On recrute des gens qui sont de très bon niveau. Alors en Angleterre, ce sont certainement encore aujourd'hui parmi les meilleurs dans le renseignement au monde. Bon, chez les Anglais, c'est les meilleurs qui sortent des grandes écoles, des grandes universités comme Cambridge ou Oxford, qui vont dans le renseignement. Après, les seconds vont chez les diplomates et les troisièmes vont dans les entreprises. Ce qu'on constate en France, c'est que les premiers vont dans les grandes écoles, si vous voulez, qui sortent des grandes écoles, ils vont dans l'administration, ou dans les très grandes entreprises, ils ne choisissent pas le renseignement. Donc c'est une différence de culture, si vous voulez. Chez les Chinois, le renseignement, ça fait partie de... Tout le monde doit faire du renseignement. Parce que ce sont des commerçants, et le commerçant, il sait qu'il faut qu'il connaisse les autres commerces autour s'il veut être meilleur qu'eux. Donc si vous voulez, naturellement, il est poussé à ça. Donc c'est vrai qu'il y a des oppositions culturelles entre les uns et les autres. Et nous, en France, on a eu un problème. Alors, on avait, dans un premier temps, le renseignement a été fait par les militaires. Donc là, on pouvait dire, bon, ils s'intéressent qu'à l'armée. C'est pas vrai, parce que dans les années 30-40, le deuxième bureau français de l'époque, celui de l'époque, c'est le général Rivet qui commandait le service français, Rivet a été celui qui a dit, il faut aller regarder toutes les structures industrielles et économiques allemandes dans le bassin de la Ruhr. Vous savez ? Parce que c'est là où il y aura l'effort de guerre. Donc quand ils font la guerre, il faut que là on puisse savoir où il faut taper si jamais ça va mal. À l'époque, personne ne les a pris au sérieux. N'empêche qu'en 1942, quand les Anglais ont dit, on n'arrivait pas à mettre l'Allemagne. L'Allemagne, au point de vue militaire, tenait. Maintenant, il faut revoir l'histoire. La réalité, c'est l'Allemagne tenait. Comment briser l'Allemagne pour qu'elle ne tienne plus? Et dans la conclusion, ça a été il faut briser les usines qui approvisionnent l'armée allemande. Où sont-elles? Dans la Ruhr. Les Allemands ne connaissaient pas, les Américains ne connaissaient pas. Et là, on est allé voir les Français, Rivet et son équipe. Non, mais vous avez les dossiers. Et comme ils s'étaient échappés de France, ils étaient partis avec leurs dossiers, ils ont donné aux Anglais tous les éléments pour pouvoir bombarder la Ruhr, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on a gagné contre l'Allemagne. Parce que c'est parce que là où on n'était plus capable d'approvisionner en matériel, avec les technologies, que le sort de la guerre s'est renversé. Donc oui, là on a un exemple de renseignement, et de renseignement où les militaires avaient été. Mais c'est vrai qu'après, quand on a eu, après la guerre, on a eu l'Indochine. L'Indochine, c'était une guerre militaire et politique. Donc
les services ne s'intéressaient qu'aux militaires et aux politiques. Ensuite, on a eu la guerre d'Algérie. Pareil, militaire et politique. Donc, les services français, en définitive, n'ont pas eu l'ouverture vers l'économique parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Vous voyez ? Et ensuite, alors on a vu les changements. Après les militaires, c'était les préfets qui ont dirigé les services de renseignement français. Mais pourquoi ? Parce que les préfets, c'était l'ordre, l'organisation, parce qu'on sentait bien qu'il fallait travailler là-dessus. Et puis ensuite, on a vu un basculement, et c'est les diplomates. Et ça fait plusieurs fois que maintenant, sont diplomates sur la tête. Or, les diplomates sont des gens qui connaissent remarquablement bien l'international, mais qui ont une vision diplomatique des problèmes internationaux. Ils fréquentent les gens du bien, ceux qui sont au pouvoir. Et le problème d'un service, c'est qu'il doit aussi fréquenter les gens mal, ceux qui pourraient prendre le pouvoir. Et c'est tout le problème actuel, c'est que nous avons il n'y a pas que nous, il y a beaucoup de pays comme ça, en privilégiant la diplomatie par rapport au reste, on a perdu une partie des capacités de renseignement qui nous en avaient besoin pour comprendre ce qui se passe en face. D'accord. Alors, parlant de ce qui se passe aujourd'hui et pour parler aussi un peu de prospective, j'ai vu que vous aviez fait une excellente vidéo sur votre chaîne avec Xavier Titelman, oui. Qui est aussi passé dans le podcast d'ailleurs pour parler d'OSINT. Oui. Est-ce que l'OSINT déjà n'est qu'un phénomène selon vous, un effet de mode qui a été propulsé beaucoup avec la guerre en Ukraine, ou est-ce que c'est résolument un avenir? Ah non, pas du tout. L'OSINT, c'est un élément, alors je dirais indispensable, des services de renseignement futurs. C'est pour ça que Palantir a été développé, le système américain a été développé par la CIA, financé par la CIA et par la DGA américaine, le DARPA. Ils l'ont développé parce que c'était le moyen pour eux d'avoir l'accès à un OSINT très, très important, utilisant toutes les possibilités sur un problème donné. Alors nous on le découvre, alors nous on en parlait, on le connaît l'OSINT, on en a parlé depuis longtemps, mais le problème c'est qu'au niveau des États, parce que l'OSINT, il y a des technologies, mais il faut les financer. Il y a des organisations, il faut les financer. Donc, on constate qu'aujourd'hui en France, on n'a rien sur l'OSINT, on n'a rien du tout par rapport aux autres. On a une pléiade de toutes petites entreprises, mais les grosses entreprises, aussi bien de la défense que d'ailleurs, pour le moment, il n'y en a pas une qui soit au niveau de Palantir. D'ailleurs, il y a une demande qui est faite, un appel d'offres qui est fait par le ministère de la Défense, pour justement, et je crois qu'il y a 3-4 concurrents, 3 gros et un peu moins gros, qui sont en train de dire, mais nous on est capable de faire un Palantir à la française. C'est indispensable. Parce que si on n'a pas ça, on dépend des autres. Or, dans la cyber, il faut savoir, il faut arrêter d'être un enfant de cœur, si les autres vous donnent un système, évidemment, ils en ont une copie. C'est normal. Et entre parenthèses, s'ils ne le faisaient pas, ce seraient des imbéciles. Justement, est-ce que ça ne poserait pas des questions éthiques en France dont on attendez, alors, l'éthique, moi j'ai toujours adoré ça. C'est très beau, c'est magnifique. Mais dans la réalité du monde, il faut arrêter. Est-ce que vous croyez que quand les Américains, quand ils font la chasse aux gars d'Al-Qaïda, qu'ils les mettent dans des prisons hors de chez eux pour pouvoir les torturer sans problème, parce que la loi l'interdit chez eux, et qu'on les met à Guantanamo, vous croyez que c'est éthique? Personne ne dit rien. Ah oui. Et de tous les côtés. J'aurais pu vous citer d'autres pays, je ne suis pas du tout... mais là, c'est flagrant, si vous voulez. Non. L'éthique, c'est un moyen... Si vous voulez, la morale... Là, je m'excuse, je vais parler de mots de philosophie. La morale, ce n'a jamais été les valeurs fondamentales et essentielles de l'humanité. La morale, c'est les conditions par lesquelles on peut vivre à un moment donné, dans une situation donnée. Puis les valeurs qui sont des valeurs actuelles. Alors on dit, ça c'est pas moral. Pas moral, d'accord. Alors l'éthique, c'est au jour le jour, si vous voulez. Aujourd'hui c'est éthique, demain ça l'est pas. À un moment, il faut arrêter. Pourquoi c'est éthique si c'est les uns et c'est pas éthique si c'est les autres?
Et du coup, c'est pas compliqué quand on est au service du politique. Justement, et quand c'est on est au toute la service difficulté. du Premier ministre qui va dire. Mais la noblesse du métier du renseignement, si vous voulez, il y a un général allemand qui s'appelait Runge, qui était le patron des services allemands pendant la Première Guerre mondiale. Alors il a dit une phrase qui a été reprise par plein de gens après, mais c'est lui qui en est l'origine. Et il a dit, le métier du renseignement, c'est un métier de voyou fait par des seigneurs. Et c'est la clé de la chose. C'est-à-dire que pour pouvoir faire ce type de métier, je dis bien, il faut avoir des valeurs personnelles extrêmement fortes, parce que vous n'êtes pas un mercenaire, vous n'êtes pas prisogyne, vous n'êtes pas un mercenaire. Vous êtes quelqu'un qui travaille pour votre pays, qui allait enfreindre régulièrement les lois de votre pays et les lois d'ailleurs, mais vous allez le faire en toujours respectant un cadre de valeurs qui est le vôtre, qui est le cadre d'un service de renseignement. C'est pour ça que c'est si grave aujourd'hui. Si vous savez, moi, quand je suis rentré dans les services, pas un secret, ça peut le dire, hein, même si on est tenu par le secret, quand on rentre dans les services, d'abord on signait une lettre en disant « Jamais de ma vie, je m'engage à ne jamais révéler quoi que ce soit de ce que j'ai pu voir, entendre durant mon activité au service. » Premier point. Alors, déjà. Hein. Et le deuxième, c'est que, évidemment, on vous disait, vous êtes militaire, mais dans les services, les promotions, vous les aurez à l'ancienneté, jamais au mérite. Vous n'aurez pas de décoration, on n'était pas décoré à l'époque pour ce qu'on pouvait faire. Vous n'aurez pas de décoration, vous n'aurez rien. Parce que si vous attendez des décorations et des promotions, allez dans l'armée conventionnelle. Nous, c'est pas ça. Donc, si vous voulez, c'est un mode complètement différent du reste. Où vous travaillez par passion pour un métier que vous adorez. Ça veut dire que ça limite beaucoup dans le recrutement. Il faut trouver des gens qui ont une humilité. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, on voit qu'on a dérivé dans tous les sens. Les gens se mettent à raconter, y compris les directeurs, les gens se mettent à raconter leur mémoire dans tous les sens. C'est invraisemblable. Non mais c'est vrai, c'est invraisemblable. Comment peut-on se comporter comme ça ? C'est contraire, si vous voulez, au sérieux. Mais c'est aussi... C'est parce que moi, je vous parlais d'une morale et d'une éthique de l'époque, et la morale et l'éthique aujourd'hui, elle n'est pas la même. Ne serait-ce pas les journalistes vont vous dire, il faut que vous parliez. C'est un devoir pour vous de raconter ce que vous avez vécu. Ben non. Mon honneur, c'est de ne pas parler. Ouais. Ah, c'est très intéressant. D'ailleurs, en parlant vous parlez de Palantir, c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler de ça, mais ce projet de Peter Thiel qui est quand même à la fois brillant et effrayant. Encore une fois, ça dépend à quelle temporalité on se place. J'aimerais parler avec vous d'autre chose dont on parle très peu aussi dans les médias mainstream, qui est l'IA d'Aladin, l'IA de BlackRock, et qui en termes d'intelligence économique est pareil, un outil assez incroyable, qui existe depuis assez longtemps au final. Hein. Là, on parle beaucoup d'IA aujourd'hui parce que c'est la hype du moment. Mais est-ce que vous aviez travaillé sur ces dossiers-là, sur des IA pour les industriels et notamment Aladin, qui pourraient... On a vu dans l'histoire, il y a eu quelques petits bugs, quelques ratés qui ont fait plonger la bourse Wall Street de 10% dans une journée parce que des IA vendaient... Ah non, mais attendez, c'est assez dingue. On s'aperçoit, si vous voulez, ça c'est l'arrivée du numérique. Le numérique progresse extrêmement vite, c'est le moins qu'on puisse dire, et sa progression ouvre des opportunités absolument incroyables dans tous les domaines. Et toute la difficulté, justement, c'est d'arriver à maîtriser tout ça. C'est-à-dire de suivre l'évolution et à chaque fois d'imaginer, alors pour les uns, comment utiliser cette évolution, mais pour les autres, comment s'en protéger. Donc si vous voulez, c'est pas statique. On est dans une course, une véritable course, mais qui est permanente. C'est pas 5000 mètres. C'est la course de la vie en définitive. On court tout le temps. Et il faut qu'on arrive à répondre à ces deux problèmes. D'un côté, j'ai besoin, pour moi, d'avoir des informations et d'utiliser toutes les technologies. D'un autre côté, j'ai besoin, pour moi, de me protéger contre tout ce que peuvent inventer les autres. Alors, tout à l'heure, quand je vous parlais de Palantir, quand je vous parlais des projets actuels d'avoir justement de l'OSINT très structuré au niveau national, c'est parce que les entreprises et l'État ont désespérément besoin d'informations obtenues rapidement et fiables. Bon, mais... D'un autre côté, je vais vous dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec la volonté française, et d'autres d'ailleurs, de faire l'équivalent de Palantir,
on est déjà plus loin. Nous, on est en train de faire une guerre qui est essentielle, mais elle est déjà dépassée, parce que maintenant, la guerre, c'est les fake news. Parce que si j'infiltre des fake news, et c'est ce qui se passe dans tous les systèmes, dans les médias et partout, ben, Palantir va les prendre comme le reste, va les traiter comme le reste, et mon analyse va être fausse. Donc j'ai besoin à chaque fois, vous voyez, je suis l'étape de Palantir ou de l'OSINT, traitement de l'OSINT généralisé, mais je suis déjà autre chose, c'est comment sélectionner les informations qui m'arrivent là-dedans, hein, de telle manière que je vais éviter les fake news, ce qui est très compliqué, mais qui est pourtant une réalité. Hein. Et quand je vous dis ça, j'évoque l'intelligence artificielle, puisque les fake news sont, en particulier lorsqu'il s'agit de modifier des apparences, des films, des trucs, c'est fait avec l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est absolument extraordinaire. Aujourd'hui, on peut reproduire... Quand on voit aujourd'hui dans les laboratoires, hein, ce qu'ils arrivent à faire, ça fait froid dans le dos, parce qu'en définitive, on peut accuser n'importe qui de n'importe quoi. Avec des preuves, fausses preuves, mais des preuves. Vous voyez ? Donc il va falloir qu'on apprenne aussi ça. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que, bien sûr, les grands professionnels sont sensibilisés à ces problèmes et se méfient des fake news. Et les gens du renseignement, par métier, ils sont très méfiants là-dessus. Mais je vois que la plupart de nos concitoyens, et les médias, soyons honnêtes, plongent là-dedans et s'y jettent à corps perdu et ne se rendent pas compte qu'ils se font manipuler de manière incroyable. Ça, c'est terrible. Mais on ne peut pas non plus leur en vouloir, parce que est-ce qu'on les a préparés à ça ? Est-ce qu'on leur a ouvert les yeux ? Et ça, c'est un vrai problème. Est-ce qu'on est prêt à aller plus loin ? Est-ce qu'on est prêt à se remettre en cause ? Et la réponse, elle est, pour beaucoup, non. Et il y a des exemples frappants dans tout. Alors moi, je vois sur des histoires comme Taïwan, des histoires comme l'Ukraine, mais il y en a plein d'autres, ou les histoires d'Afrique. Mais là, vous dites, attends, mais comment les gens sensés peuvent-ils dire un pareil tissu d'ânerie ? Mais en réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu se rendre compte qu'ils étaient manipulés. Et alors, comment on fait pour justement éviter d'être manipulé ? Mais au-delà de ça, comment on fait pour éviter quelque chose que vous avez parlé sans trop en parler, c'est le fait qu'en gros, quand on va dire des vérités, ou en tout cas émettre l'avis que potentiellement on est en train de nous enfumer, tout de suite on se fait cataloguer comme complotiste. Ah mais c'est ça justement, mais ça c'est très fort. Ouais. Moi, si vous voulez, il y a deux choses, il y a deux éléments dans votre question, si je peux dire. Il y a d'une part le fait qu'effectivement, nous-mêmes, mais également ceux qui manipulent l'information, bien entendu. Ceux qui manipulent l'information, eux, quel est leur intérêt ? C'est de convaincre tout le monde que c'est leur version qui est la bonne. Donc, ils vont utiliser tous les moyens de propagande, de manipulation de l'info, pour amener les gens à dire naturellement, bah oui, c'est évident, c'est ça. Et que si quelqu'un le dit, c'est pas ça, alors, évidemment, il faut qu'il soit rejeté tout de suite en disant « dangereux complotiste, malade, tout, obsédé, machin ». Bon, en réalité... Facho. Oui, alors n'en parlons pas, facho. Alors, c'est marrant d'ailleurs, parce que on vous traite de facho, on vous traite également de pro-russe, de communiste, enfin, on vous traite de tout. Mais c'est pas ça qui est intéressant de voir, c'est que alors, une fois de plus, en revenant à l'analyse, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe en réalité ? En réalité, on voit très bien que ceux qui jouent sur les gens et qui les exploitent, qui les manipulent, ils jouent sur l'émotion. Parce que nous qui sommes, c'est fascinant, les Français, on est les enfants de Pascal. Pascal, c'est la raison pure. C'est-à-dire, Pascal nous a appris un raisonnement rigoureux, pur et haute, et que par là même, on pouvait arriver à être très efficace. Après Pascal, on a eu les meilleurs mathématiciens du monde, parce que justement, la mathématique, c'est clair, il n'y a pas d'échappatoire. On raisonne et c'est pam, pam, pam. Bah. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Depuis, ça fait 20 ans, il y a des petits malins, à travers la publicité au départ, qui ont compris qu'on pouvait manœuvrer les gens par l'émotionnel. C'est-à-dire que remplacer le factuel, cher Pascal, et qu'on utilisait dans toutes nos analyses, par de l'émotionnel, parce que l'émotionnel ne s'explique pas.
L'émotionnel, c'est un ressenti. On ne le démontre pas, l'émotionnel. Si je vous présente un pauvre gosse qui est en train, misérable, qui crève la faim et qui tend la main décharnée, évidemment, vous allez dire, oh, le pauvre affreux, c'est le pauvre gosse. Je me souviens de cette image épouvantable d'un migrant qui portait son fils qui était noyé. Puis ça, l'histoire n'était pas vraie, mais c'est une magnifique manipulation. On voyait le père ou un homme qui portait un petit gosse dans les bras qui était noyé. Comment voulez-vous ne pas être ému en voyant un gosse qui vient de se noyer en mer dans une opération de migration? C'est horrible. Et évidemment, vous êtes ému et vous dites « salopard de passeurs, salopard de gens qui ont empêché que le bateau aille à terre » et ainsi de suite. Eh bien, c'est de la manipulation pure et dure. On a joué sur l'émotionnel. Parce qu'on n'a pas regardé du tout le processus du passage de la Méditerranée avec les passeurs qui se font payer, qui surchargent les bateaux, ce qui est un scandale parce qu'ils savent très bien que, évidemment, il y a un risque, qui amènent les gens jusqu'à l'endroit où normalement les courants et le moteur vont les amener à aller de l'autre côté et qui préviennent les secours pour être sûr que les gars seront récupérés. Et sans parler du fait que pour avoir touché les 5 000 ou 6 000 euros de passage pour chacun des membres de la famille, ils les ont fait travailler dans des conditions épouvantables, les hommes et les femmes. On ne parle jamais de la condition féminine, des viols et de l'exploitation sexuelle des migrants lorsqu'ils passent en Libye ou ailleurs. Parce que là-dessus, ça, personne n'en parle. Vous voyez ? C'est pourquoi ? Parce que les malins, qui ont intérêt à ce que ça continue, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, ils jouent sur l'émotionnel. Et pendant ce temps-là, évidemment, personne ne va écouter l'individu qui factuellement va dire « Attendez, on l'a vu avec Frontex, dans cette affaire-là. Le patron de Frontex, c'est pas un émotionnel, certes, mais c'est un haut fonctionnaire qui a analysé les choses et qui, à un moment, a voulu dire la chose telle qu'elle était. En disant, voilà nos statistiques, voilà nos résultats, voilà les trucs. » C'était totalement factuel d'un bout à l'autre. Comme disait Béard, le premier qui dit la vérité, il faut l'exécuter. Il a été viré. C'est clair. Il n'y a pas que les poètes qui savent ça. Alors dans le monde du renseignement, ça on le sait depuis toujours. Et même dans le milieu entrepreneurial, ça se sait aussi, puisque, comme l'a dit, les publicitaires ont compris que ce qui fonctionne dans le cerveau humain, c'est d'abord le pathos, avant le légos, exactement. Avant l'éthos. Mais oui, exactement. Et du coup, être capable de raconter une histoire pour... Mais exactement. Alors le publicitaire, il sait raconter une histoire. Mais le publicitaire, jusqu'à maintenant, si vous voulez, il vendait un produit. Le marketing, c'est pas autre chose que l'invention géniale d'ailleurs. Quand ils ont fait le marketing, on n'arrivait plus à vendre des produits, on faisait trop de production par rapport aux besoins. Alors on a essayé de réfléchir en disant mais comment on pourrait pousser les gens à acheter un produit dont ils n'ont aucune envie et qui ne les intéresse pas, et qui coûte de l'argent, comment faire pour qu'ils le ressentent comme une absolue nécessité. Alors, c'est l'histoire du luxe. Le luxe, c'est absolument génial. Moi, je suis admiratif devant Pinault, Arnault et tous les autres. Parce que, en définitive, il y a un sac qui vaut 100 balles et on va le vendre 1000 balles et les gens vont faire la queue pour l'acheter parce que le fait de porter le sac, ça vous positionne comme quelqu'un de bien alors que vous n'avez pas un rond, que vous avez mangé avec des pommes de terre pour pouvoir vous payer le sac. Oui, mais c'est ça. Le standing, l'image et autres, on est dans l'émotionnel, si vous voulez. Je veux avoir une image qui dépasse largement ce que je suis. C'est le problème de la société moderne. Chez nous, dans la société occidentale, il y a un besoin presque naturel de vouloir paraître plus que ce qu'on est. Alors, on s'endette, parce qu'on s'est créé des besoins, mais on s'est créé des besoins parce qu'on nous a poussés à les avoir. Parce qu'on ne nous a pas dit, mais contentez-vous de ce que vous avez, c'est déjà très bien, pourquoi en voulez-vous encore plus? Et ça, on ne le dit pas. Et même l'État n'a pas intérêt à le dire, puisque plus vous augmentez vos dépenses, plus l'État gagne de l'argent. Donc l'État aussi, il est pris dans le système. Alors que l'État devrait dire arrêtez de dépenser, c'est idiot. Mais il ne va pas le faire. Ceci dit, sur le luxe, c'est assez international parce que ça marche aussi sur les Chinois. Sinon, Louis Vuitton, LVMH ne serait pas aussi bien positionné sur le coût du statut social, c'est quand même universel en termes d'humain. Mais moi je dis pas. Non mais là on parlait de la France, mais
On parlait tout à l'heure de la France, mais il est évident qu'au niveau international, il y a, dans le monde entier aujourd'hui, il y a ça. Au niveau des Chinois, par exemple, les Chinois, on le voit bien, les Chinois, il y a une soif de remonter. Alors c'est vrai qu'en plus, eux, sous Mao, ils ont été complètement nivelés, tout le monde était pareil, avec la même veste et tout. Là, on était dans le balancier, les avait amenés exactement à l'opposé. Donc maintenant, évidemment, ils veulent vivre dans un monde dans lequel ils ont tout ce qu'ils veulent. Et comme ils ne peuvent pas avoir tout ce qu'ils veulent, au moins certains signes. C'est un signe. Vous savez, c'est ce que je dis souvent, les Américains, moi, la grande différence entre la France et les États-Unis, aux États-Unis, vous êtes à New York ou à Washington ou ailleurs, vous marchez dans la rue et vous voyez un clodo, un pauvre type, un clochard qui est au bord de la rue qui mendie. Si vous êtes français, vous dites, pauvres gens, là, pauvre type, on en voit partout, on en voit chez nous, on en voit ailleurs. Mais l'Américain, il ne pense pas ça, lui. Parce que lui, il sait que s'il a une bonne idée, un an après, il peut devenir milliardaire. Parce que le système social américain fait que si vous avez une bonne idée, tout malheureux que vous êtes, vous allez gagner des fortunes. Ce qui est totalement impossible en France. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a encore l'espérance, comme en Chine, ils ont l'espérance, ils ont tous l'espérance de devenir beaucoup plus riches, tous. Parce que ce n'est pas un système communiste, un système capitaliste populaire un peu particulier. Mais ce n'est pas du tout un système communiste qu'on l'entendait. Ce n'est pas Mao, c'est exactement l'opposé. Il faut le savoir, ça aussi c'est un problème de culture aussi. Mais vous avez une évolution aujourd'hui, ces gens-là, ils ont envie de réussir, de vivre, de paraître, ils travaillent, ils s'éclatent et autres. Bon, avec un parti qui contrôle 13 à 330, vous pouvez faire plein de choses, mais il ne faut pas toucher au parti. Aux États-Unis, le verrou, je dirais, du parti ou de l'organisation a sauté, comme on le voit dans l'opposition entre le Middle West et puis la côte Est et la côte Ouest. Mais en France, le drame de la France et des pays de la zone, c'est qu'il n'y a plus d'espérance parce que le clochard n'a aucune chance de devenir milliardaire. C'est pas possible. Dans le système chez nous, seuls les puissants peuvent devenir encore plus puissants. Et c'est ça qui nous tue actuellement. La perte de l'espérance. C'est un peu le paradoxe de toutes les aides sociales qui vont maintenir aussi quelque part des gens à leur niveau. Mais vous avez tout à fait raison. Le système social français, en réalité, est terrible parce qu'il nivelle tout le monde vers le bas et il différencie bien ceux qui ont le pouvoir ou qui peuvent l'avoir, qui ont une caste, et puis tout le reste qui est prié d'être derrière. C'est pour ça que certains disaient que la France est probablement un des derniers pays communistes, dans le sens, on l'entend, du monde. De toute façon, quand on voit le taux d'imposition de la France... Oui, exactement, mais il y a plein de choses. On pourrait prendre plein d'exemples, si vous voulez. Et ça pose un véritable problème de fond. Alors, comment on fait quand on a des faits comme ça en face des yeux? Le taux d'imposition, c'est pas une interprétation ou un ressenti, c'est clairement, on le voit, tout le monde le voit. Ou quand on voit une situation, comment on fait pour sortir de l'émotionnel, surtout quand ça va à l'encontre des intérêts d'un gouvernement qui, lui, aime bien que ça reste dans l'émotionnel parce que ça sert la thématique du moment. Vous avez raison. Mais pour moi, c'est pas un gouvernement. Si vous voulez, moi, je fais partie. Je suis gaulliste par famille, mais également par conviction. Moi, mes gaullistes, il y en a eu bien avant qui ont fait la même chose. Moi, je crois que un État, les dirigeants de l'État, ils sont là pour avoir une vision à moyen et long terme. Il faut mobiliser les gens autour d'un objectif. On le sait dans les entreprises. Si vous voulez redresser une entreprise, moi j'ai passé une partie de ma carrière à redresser des entreprises en mauvaise situation. C'était ma spécialité. Bon. Et chaque fois c'était la même chose. Le problème quand j'arrivais, c'était des gens qui ne savaient plus où ils étaient. On disait, où on va? On ne sait pas. Comment on va y aller? On ne sait pas, puisqu'on ne sait pas où on va. Bon. Et du coup, ça s'arrêtait là. Les gens, ils étaient au jour le jour, le nez dans le guidon. Et vous savez, puisque le Tour de France va bientôt commencer, un Tour de France, les coureurs le savent bien. Si vous regardez votre guidon, vous cassez la gueule dans les 50 mètres. Tous les pratiquants du vélo le savent. Il faut regarder en avant. C'est ça. Il faut avoir une vision à moyen et long terme. Si vous avez une vision à moyen et long terme, vous allez dire voilà où on veut aller, et l'esprit humain à ce moment-là va imaginer des chemins pour y aller, des solutions pour y aller. Et les stratèges vont dire
parmi tous ces chemins, voilà celui que nous avons choisi parce qu'il est mieux adapté. Et donc, tous les efforts vont être faits pour avancer sur ce chemin. Donc, si vous voulez, là, on est dans une logique. Et là, on est dans la logique, on est dans les faits. Parce que vous allez dire, pour atteindre cet objectif, je fixe 5 étapes, ou 4 étapes, ou 6 étapes, qui seront celle-là, 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 dans tel calendrier. Et tout le monde va se mobiliser là-dessus. Vous savez, on oublie, mais aujourd'hui, c'était il y a longtemps, hein, quand Kennedy, on a beaucoup parlé de Kennedy en France, quand Kennedy a été élu aux États-Unis, hein, l'Amérique était en très mauvaise posture. On l'oublie aujourd'hui, on voit l'Amérique toute puissante, mais l'Amérique était en très mauvaise posture. Les Russes venaient d'envoyer non seulement un satellite, le Spoutnik, mais ils venaient d'envoyer Gagarine, le premier homme dans l'espace, qui avait tourné. Et les Américains, ils venaient d'envoyer un pamplemousse sur une fusée qui s'appelait Vanguard, un truc qui faisait 10 kg ou 15 kg, et la fusée avait explosé à 1000 km d'altitude. Donc c'était la honte absolue. L'Amérique était en train de chuter. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je n'aime pas particulièrement Kennedy parce qu'il a eu des côtés très épouvantables. Mais qu'il a eu un coup de génie. C'est que quand il est arrivé au pouvoir, il a dit, devant la honte de l'Amérique, il disait « nous sommes déclassés hein », il a dit « dans 10 ans, nous serons sur la Lune ». Et quand vous regardez, il fallait être gonflé, alors que sa fusée venait d'exploser, qu'ils n'étaient pas foutus d'envoyer un pamplemousse dans l'espace, de dire « dans 10 ans, on sera sur la Lune ». Eh bien, 10 ans après, ils y ont été. Mais comment? Alors, en prenant des risques incroyables. Si on avait le principe de précaution qu'on applique en France, jamais on n'aurait envoyé les Américains sur la Lune. Hein. Parce que les risques qu'ils ont pris étaient incroyables. Et les hommes qui leur ont donné l'ordre d'y aller savaient parfaitement les risques qui étaient pris par les... Mais les gars le savaient aussi. Hein. Ils le savaient très bien. Mais ils l'acceptaient parce qu'ils adoraient leur pays, ils avaient foi en l'avenir, enfin bon. Et quand vous regardez, pendant ces 10 ans, toute l'Amérique s'est mobilisée. Tout le monde avait qu'une idée en tête, il faut qu'on les mette là-haut. Et l'Amérique a retrouvé une âme, a retrouvé l'esprit des pionniers, hein, il a retrouvé la conquête de l'Ouest, hein, et ils sont arrivés sur la Lune. Et puis après, on est retombé dans le train-train, bah ouais, mais ça coûte cher, ah ouais, mais on fait prendre trop de risques aux gens, et ainsi de suite. Et l'Amérique a commencé à replonger. Sommes-nous capables d'envoyer des gens dans la Lune? Pour le moment, la réponse, elle est clairement non. D'ailleurs, on ne se pose même pas la question. Ouais, c'est ça. C'est d'autres pays qui se la posent, quoi. Mais par contre, regardez les Chinois. Exactement. Ouais. Les Chinois sont en train, on n'en parle pas assez à mon avis. Hein. On vous parle toujours d'Elon Musk, de SpaceX. Bon, Ariane est battue par les Américains, mais personne ne dit que l'année dernière, le plus grand nombre de lancements dans l'espace, ça n'a pas été les Américains, ça a été les Chinois, avec la fusée Longue Marche, qui sont en train de construire une station spatiale à une vitesse 7 fois supérieure à celle avec laquelle on a construit la nôtre au niveau international, hein, et qu'ils ont réussi à mettre à poser un petit robot sur la face cachée de la Lune, ce qui est techniquement parlant beaucoup plus compliqué qu'en direct. Enfin bref, les Chinois sont en train de se tailler la part du lion dans l'espace, personne n'en parle, là ça gêne, évidemment. Mais pourquoi? Parce que les Chinois disent, voilà l'objectif à 10 ans maintenant. Quand Xi Jinping dit, avant 2050, au moment de 100e anniversaire du Parti communiste chinois, nous serons redevenus la première puissance mondiale, il fixe un objectif et toute la Chine est derrière. Eh oui. Oui, la fameuse vision à 1000 ans, un millénaire de... oui, c'est ça. De la Chine, ou plus proche la vision de MBS en Arabie Saoudite, de dire en 2030, le monde sera comme ça. Mais MBS, il est comme il est. Hein. Encore qu'il y a beaucoup à dire sur tout ce qui s'est passé. Mais il y a eu manipulation de l'information. Il y a eu un crime épouvantable, l'assassinat d'un pauvre type là-bas. Mais par contre, quand on sait toute l'histoire qu'il y a eu avant, c'est beaucoup moins clair. Hein. Bon, ça c'est autre chose. Mais Khashoggi, le fameux Khashoggi. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que MBS est en train de transformer son pays. Et derrière son pays, c'est tout le Proche-Orient qui est en train de se changer. Regardez l'accord avec l'Iran. Il faut regarder les choses en face. Hein. Mais il est en train de transformer tout ça pour faire régner une zone de paix et de développement économique avec des objectifs à long terme.
Et c'est là où, si vous voulez, alors on voit qu'il y a des gens qui ont parfaitement compris dans le monde entier, hein, qui ont compris les Chinois, les Saoudiens, il y en a d'autres, hein, qui ont des objectifs et qui ont compris ce qu'il fallait faire. Et puis il y en a d'autres qui ont oublié que c'est ça qui avait mené leur monde et qui sont en train de s'endormir. Alors évidemment, ça ne pardonne pas. Vous m'avez posé, excusez-moi, je suis parti dans mon explication, mais vous m'avez posé la question sur comment on peut faire pour éviter les fake news et autres. Il y a un truc très simple. Intellectuellement, c'est ce qu'on appelle le doute constructif. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais croire quelque chose qu'on vous dit dès que vous le recevez. Tout ce qu'on vous dit quand vous écoutez la télé, hein, la télévision, la radio, les journaux, quand vous lisez un journal, ne croyez pas que c'est faux. C'est pas ça que j'ai dit. Hein. Mais quand vous lisez quelque chose, posez-vous simplement la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors, il y a un certain nombre de fois où, à l'évidence, vous allez dire, c'est vrai, mais un certain nombre d'autres fois où vous allez vous dire, c'est quand même bizarre. Je vais vous donner un exemple. En Ukraine, c'est fascinant parce qu'ils le refont à chaque fois. Les Ukrainiens, ils sont très bons. Hein, moi, je considère Zelensky a une équipe de propagandistes formidable et qui contribue à l'effort de guerre, hein, parce que ils soutiennent le moral de tout le monde. Ils sont formidables. C'est un très bon storyteller. En même temps, c'est son boulot principal, d'être acteur. Mais bien sûr, mais oui, mais en tant que chef, comme c'est pas un militaire, il fait son boulot. Le boulot, c'est la communication, la propagande et tout. Il a fait super. Mais quand vous voyez les déclarations, on vous dit. Je prends des trucs que vous avez certainement vus. On vous dit, voilà, hier, les Russes ont tiré 16 missiles qui ont été 15 missiles ont été interceptés par les systèmes anti-missiles ukrainiens sur les 16 qui ont été tirés. Très bien. Pourquoi pas, hein? Et après, on vous dit, on a entendu 4 ou 5 explosions dans Kiev. Comment il peut y avoir 4 ou 5 explosions puisqu'il n'y a eu qu'un missile qui est passé? Ben, c'est la démonstration de ce que je vous dis. C'est ce que j'appelle le doute constructif. Moi, je lis la première partie, je dis pourquoi pas. Je lis la deuxième, je dis donc c'est pas un, c'est 4 ou 5 missiles qui ont franchi le truc. Donc ils m'enfument de 4 ou 5 missiles. Je leur en veux pas. Ils vendent leur salade, c'est leur boulot. Hein? On est d'accord. Mais c'est là où on ne soyons pas dupes. C'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment tant besoin des fake news que ça, parce que le simple fait d'interpréter une news suffit pour créer de la confusion et créer une propagande ou l'acceptation d'une vérité. Mais bien entendu. Mais bien entendu. Si les gens se posaient la question tous les jours, hein, on verrait que les choses ne sont pas si simples. En définitive, vous savez, rien n'est blanc, rien n'est noir. Hein. Là, je crois qu'avec l'expérience, avec l'âge, et puis quand on vit dans un certain monde en plus, on apprend très vite qu'il n'y a pas du blanc et du noir, il y a toutes les nuances de gris. Hein. Oui, mais ce qu'on a l'impression, c'est quand même qu'on nous pousse vers chaque fois une radicalité. C'est-à-dire qu'on nous pousse à prendre position. Mais on vous pousse au blanc et noir. Contre. C'est ça. C'est Star Wars, si vous voulez. Il y a les blancs, il y a les noirs. Ouais. Alors là, les blancs, ils sont formidables, les noirs, c'est des monstres. Non, la réalité, c'est pas ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui est le plus triste, moi je trouve, c'est que c'est ce qu'on apprend en école de journalisme, à toujours douter, vérifier. Oui. Un certain nombre de fois, ça rentre même dans l'ADN de certains journaux, Mediapart est connu pour ça, de dire si on ne peut pas valider 3 fois une info, on ne la sort pas. Oui, voilà, oui, Mediapart. Ce que je reproche, mais à Plenel, mais à d'autres, beaucoup d'autres aussi d'ailleurs, hein, de tous bords, c'est quand vous lisez ces journaux, ils vous sortent des vraies informations, des vraies études, des vraies analyses. Le problème, c'est que c'est toujours dans un sens. C'est-à-dire qu'ils sélectionnent les enquêtes, ils sélectionnent les trucs, c'est toujours à charge pour l'autre en face. Alors vous avez Le Monde, vous avez Mediapart, ça va être d'un côté. Mais de l'autre côté, c'est pareil. Hein. C'est ça où il faut bien faire attention. Il n'y a pas un côté qui est méchant et l'autre... Non. De tous les côtés, c'est pareil. Il y a une sélection, si vous voulez, qui fait que... nous, on est de tel bord, donc ça, c'est pas... Hein, nous, ça non. On ne veut pas savoir. C'est pas bien, mais on ne veut pas savoir. Par contre, l'autre en face, il a fait une horreur. Et réciproquement. Et non. Oui, il y a ce côté, vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Mais exactement. Et on revient au complotisme, tout ça. Vous êtes contre nous, donc vous êtes complotistes. Mais non. J'essaie simplement de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, d'autant plus que ça se fait à l'échelle micro, l'échelle de l'humain, avec tous ces biais cognitifs dans ses relations humaines, mais aussi au niveau macro, ce qu'on voit un peu moins, parce que c'est beaucoup plus ésotérique. Mais on rentre dans un storytelling international dans lequel on a
une sorte de guerre froide, je ne sais plus qui parlait de guerre froide 2.0 à propos du bloc Occident contre les BRICS. Qui, quand on le voit avec l'actualité, quand on voit Macron qui va aller en Inde pour essayer de draguer un petit peu les BRICS ou quoi, on comprend que c'est encore plus compliqué. Mais ça marche pas. Alors qu'est-ce que vous pensez, vous, est-ce que vous pensez qu'on rentre dans une nouvelle ère avec ces blocs-là et une dualité qui va structurer peut-être notre société pour les 50, 100 prochaines années? Ou est-ce que non? Si vous voulez, moi je crois, alors je vais peut-être vous étonner un peu, mais bon. D'abord, si vous voulez, il y a deux grandes puissances, deux hyperpuissances, il faut être clair. Il y a les États-Unis et la Chine. Bon, qu'est-ce qui les caractérise? Quel est le système? Les États-Unis dominent le monde, ont dominé le monde jusqu'à maintenant, sont clairement leaders, en s'appuyant sur la force. Et le dollar. Oui, le dollar et la force, tout à fait d'accord. Le dollar et la force. Le dollar qui est la monnaie qu'ils ont imposée au niveau mondial, et la force avec une armée qui, par rapport, est investit 3 fois plus sur l'armée américaine qu'on investit en Chine, et nous, 10 fois plus que les Russes, quand même. C'est pour ça que ça laisse sourire quand on veut opposer les deux. L'armée russe, c'est 10 fois moins que l'armée américaine. Les Français n'en parlons pas, c'est 20 fois moins, quoi. Bon. Donc, on voit bien que eux, c'est la force et le dollar. Et le leadership. Les Chinois, il faut reprendre l'histoire de la Chine, l'histoire, c'est le commerce. C'est pas l'armée, c'est pas la force. Jamais les Chinois n'ont conquis un territoire extérieur dans toute l'histoire de l'Empire de Chine, sauf il y a 20 ans, 30 ans, ils ont été au Vietnam, ils ont fait une pénétration de 15 km pour détruire une usine de badiane, une plantation de badiane, mais c'était un gouverneur chinois du Sud qui avait fait ça. Les Chinois ne sont pas des guerriers. Les Chinois, ils se défendent. Et alors c'est pour ça qu'ils sont 3 fois moins, l'investissement chinois est 3 fois inférieur à l'investissement américain. C'est pour tenir tête aux Américains, parce qu'en défensive, vous savez, chez les militaires, en défensive, l'attaquant doit faire 3 fois plus que celui qui est sur place. Donc, on est dans cette situation-là. Ça change un peu, non? Avec quand même la base à Djibouti de 10 000 hommes. Alors, oui, mais non, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne déploient pas. Quand vous avez un budget qui fait le tiers du budget américain de plus de 200 milliards, et qui fait donc 4, 5 fois, 6 fois le budget français, bon, c'est clair que vous pouvez mettre des bases. Nous, on avait des bases en Afrique dans 2 ou 3 endroits. Ils en foutent une à Djibouti, une au Pakistan, enfin bon. Mais, et les îles, ils ont les îles dans lesquelles ils mettent des trucs. Mais globalement, c'est pas un pays guerrier. C'est ça que je veux dire. C'est un pays, si vous voulez, commerçant. Bon. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ce pays est le leader des BRICS. Maintenant, c'est clair. Il n'y a qu'à voir Lula, il n'y a qu'à voir Poutine, tous, ils travaillent avec la Chine, et l'Afrique du Sud, ils sont tous copains avec les Chinois. Bon. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tous ces pays-là, en définitive, ne sont pas des pays guerriers, les BRICS. Ce sont des pays qui veulent développer le commerce au profit de leur population. Donc en définitive, on a les Occidentaux, enfin les États-Unis avec nous derrière qui suivons, qui sommes les guerriers et qui avons contrôlé le monde par la force, il faut dire la vérité. Et de l'autre côté, on a un groupe de pays, les BRICS, qui est en train de s'agrandir et qui lui veut se développer en développant les échanges et le commerce, mais non pas sur une base mondiale imposée avec le dollar et autres, mais sur une base multipolaire, avec chaque zone ayant sa spécificité et travaillant avec les autres dans le respect de la spécificité des autres. C'est ça qui est en train de se passer. Et c'est passionnant d'ailleurs, parce qu'on le voyait venir, ça fait, allez, moi je vois dans les milieux dans lesquels je travaille, ça fait 10-15 ans qu'on en parle. Mais on pensait tous que ça mettrait 30 ans, 40 ans à arriver. Et c'est vrai que la guerre en Ukraine a été un formidable accélérateur en révélant aux Occidentaux qu'on était complètement isolés. Parce que c'est ça la réalité, on est complètement isolés. Quand le président Macron dit « mais moi je vais aller voir les BRICS », non, tout le monde est paniqué parce que les BRICS, ils vont se réunir en novembre, vous savez, et on va s'apercevoir qu'ils représentent aujourd'hui
plus, avec les gens qui vont arriver dedans, les pays qui vont arriver dedans, ils représentent beaucoup plus que le G7. Hein. Donc c'est devenu la première puissance politique et économique du monde, les BRICS. Ils sont en train d'ouvrir une banque qui va concurrencer le FMI, enfin ils l'ont ouverte mais ils la développent. Bon, ils sont en train de remplacer le dollar par d'autres monnaies. Hein. Ils ont un système d'échange à la place du SWIFT qui était à Bruxelles. Ils ont un système d'échange qui a été construit par les Chinois. Bon, de tous les côtés, ça, le bateau occidental prend l'eau. Ils rachètent de l'or. Oui, et ils ont remplacé le dollar par les talons or. Entre parenthèses, moi, ça me rappelle le général de Gaulle disant il faut qu'on retrouve les talons or parce qu'on ne peut pas dépendre du dollar, sinon on est complètement manipulé par les Américains. Bah, il n'avait pas tort. Hein. Seulement, nous, on n'a pas pu le faire, on n'a pas su le faire, on n'a pas pu le faire. Bah, eux, ils sont en train de le faire. Et alors, dans cette prospective qui effectivement semble ultra cohérente, est-ce qu'on ne risque pas une escalade de la violence, sachant que si on enlève le dollar, qu'on enlève SWIFT de l'équation, il ne reste plus que la force militaire aux États-Unis, il ne reste plus que cet outil de domination. Oui, vous avez raison, c'est bien pour ça que tout le monde légitimement s'inquiète des réactions américaines, parce qu'on voit bien que les Américains, c'est le piège de Thucydide, vous savez, c'est l'histoire du piège de Thucydide, qu'on connaît bien, ce que les stratèges connaissent bien. Hein. Quand un pays qui est dominant voit qu'un autre risque de le dominer, il y a un moment, il est tenté de lui faire la guerre pour l'éliminer. Jusqu'au moment où celui qui est en train de devenir dominant est tellement puissant que c'est trop tard. Donc il y a un espace de temps, hein, et les spécialistes disent que l'espace de temps, il est entre 2027 et 2035. Donc on a un risque effectivement de guerre provoqué par les États-Unis entre 2027 et 2035. Il faut dire la vérité, c'est ça le risque. Donc Taïwan, c'est un peu les thermopiles. Alors pas Taïwan justement, parce que Taïwan, pour le moment, les Américains ne veulent pas faire la guerre pour Taïwan. Pour une raison très simple, c'est qu'à Taïwan, vous avez les usines de microprocesseurs. Toute l'industrie américaine de pointe, y compris les fameux missiles, l'armement et autres, dépendent des microprocesseurs fabriqués à Taïwan. S'il y a la guerre, ils ne peuvent plus exporter les microprocesseurs, l'Amérique est arrêtée. Nvidia va être tellement une bulle aussi que... Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Trump qui a compris le truc le premier. Il est malin, il était très malin. Il a obligé les Taïwanais à construire 2 usines aux États-Unis. Il y a actuellement 2 usines de microprocesseurs en construction aux États-Unis. Elles devraient être terminées vers 2025, donc partons du principe qu'en 2026, elles sont opérationnelles. Et à ce moment-là, même s'ils bombardent Taïwan, même ils s'en foutent, puisque de toute manière, eux, leurs microprocesseurs, ils seront aux États-Unis. Quel intérêt, sachant que si c'est fabriqué sur le sol américain, il y aura les contraintes américaines, à savoir le droit du travail, oui, mais parce qu'ils ont obligé, compte tenu qu'ils étaient les plus gros acheteurs, ils ont obligé les Taïwanais, ils n'ont pas donné de choix aux Taïwanais, ils ont dit c'est simple, hein, vous êtes priés d'installer une usine aux États-Unis. Et les Taïwanais, qui sont des gens d'affaires, ont dit bon, dans le fond, on met les usines là-bas. Et à mon avis, en disant, si jamais un jour il y avait un problème, on aura des usines là-bas qui marcheront ou qui ne marcheront pas, et puis on aura nos usines ailleurs. Vous savez, les Taïwanais, c'est des commerçants aussi, hein, faut pas l'oublier. Hein. C'est des Chinois. Hein. Ouais, par contre, c'est une très mauvaise opération pour eux, parce que du coup, ça devient, fusible. Mais bien sûr, parce qu'en réalité, ça ouvre une période de risque dès que les Américains auront leurs usines et microprocesseurs. En attendant, ils ne vont surtout pas tirer, ils ne vont pas faire la guerre. Et quant aux Chinois, contrairement, il faut relire Yiping, parce que là tout le monde en parle, mais personne n'a lu les déclarations de Yiping. Qu'est-ce qu'il a dit, Yiping ? Il a dit Taïwan fait partie de la Chine, Taïwan restera toujours dans la Chine. Hein. Si par contre quelqu'un veut nous enlever Taïwan, nous interviendrons. C'est clair et net. La situation actuelle leur va très bien. Il ne faut pas l'oublier, exactement comme Hong Kong leur a été très bien pendant 30 ans. Hein, pour les Chinois, c'est la même chose. Eh oui. Ou Macao qui sert encore à blanchir de l'argent. Mais bien entendu, Macao, c'est le paradis fiscal, on le sait bien. Hein. Vous avez Singapour, Macao et Hong Kong. On a supprimé tous les paradis fiscaux en Europe. Il reste que les Chinois et bien sûr le Delaware de M. Biden aux États-Unis. En réalité, moi, ce que j'appelle, excusez-moi de vous dire ça, mais les cocus, comptez-vous, c'est les Européens. On a dû supprimer tous nos paradis fiscaux, pour les Caraïbes aussi, Pourquoi le Delaware aux États-Unis, lui, il n'a rien eu, et pourquoi les Chinois, ils continuent avec 2 paradis fiscaux, et plus Singapour. C'est bien là, on voit que les manipulations de l'information.
On recolle avec ce que vous disiez au tout début sur la question de la morale et l'éthique. Exactement. Et effectivement, la morale, c'est la seule morale qui compte, c'est celle du dominant. Voilà. Ouais, celui qui écrit l'histoire. Exactement. On arrive au bout de cet entretien passionnant. On pourrait continuer des heures et peut-être une autre fois, on refera quelque chose éventuellement. Je termine toujours nos entretiens par une question qui peut être un peu personnelle aussi, mais qui permet d'ouvrir la réflexion. Quel est le conseil qu'on vous a donné plus jeune et qui vous a marqué, que vous aimeriez retransmettre? J'ai compris que vous étiez dans une optique de transmission, quelque chose qui vous touche et qui est important pour vous. Si vous deviez en trouver un seul, ce serait quoi comme conseil? Moi, vous savez, les conseils que j'ai reçus, c'est les conseils de ma famille, de mes deux grands-pères qui étaient des gens extraordinaires, très différents l'un de l'autre. Un militaire, un vrai soldat d'un côté et un grand chirurgien de l'autre. Et donc il y avait aussi qui s'intéressait à l'homme, mais pour des raisons différentes. Hein. Et puis mon oncle aussi, dont je vous parlais tout à l'heure. Et moi, ce qu'ils m'ont appris, c'est, oui, je peux dire, c'est ne jamais s'avouer vaincu et ne jamais baisser les bras. On défend ce qu'on croit. On doit défendre ce à quoi on croit, quels que soient les risques. Ça vous est beaucoup arrivé, la tentation de Ah oui, parce que tout le monde sait que j'ai mon franc-parler, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je ne me suis pas fait que des amis dans ma vie, loin de là. Mais j'assume. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, il y en a, on disait, vous savez, il y en a le matin qui se regardent dans la glace en disant je serai président, hein, ou je veux être président. Moi, c'est pas ça. Moi, je voudrais pouvoir. Je pense que j'aurais réussi ma vie si, à la fin, quand je me raserais, ou je ne me raserais plus, je serais peut-être plus capable de me raser, mais je reste dans la glace, que je me dirais, t'as été un mec bien. Il n'y a que ça qui compte. C'est un excellent conseil. Merci pour cet échange. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.